Alors, rebonjour tout le monde. Mon collègue Larbi a un petit peu de retard, donc du coup, ça ne va pas nous empêcher de commencer, vu qu'on peut tout à fait commencer à animer, ça le fera vite. Donc déjà, merci à nouveau à toutes les personnes pour votre participation et votre inscription à ce webinaire. La thématique de ce webinaire, comme vous l'avez vu, c'est le road trip à vélo. Mais pas seulement, c'est comment les acteurs du socio-sport peuvent trouver un intérêt dans ce type de programme et dans ce type de projet. Aujourd'hui, on a plusieurs intervenants avec nous. On a Parcours 59 que l'on représente avec Kevin Smith. Et on a aussi du coup nos partenaires et qui sont l'INSEE-AV de la fondation de la Mobilia Foundation, ainsi que Arthur Vézillier de Pichalition. Et en plus, on aura du coup la chance d'avoir aussi des bénéficiaires qui ont participé du coup à des road trips, qui interviendront aussi pendant ce webinaire-là. Donc ça va être très intéressant, très complet. Je voulais commencer par le fait que ces webinaires, donc on en fait plusieurs dans l'année. Il y en a plusieurs qui vont s'organiser dans l'année. Déjà, c'est notre deuxième webinaire de cette année. Ce programme-là, en fait, il est grâce à un appel à projet auquel on a répondu pour l'Agence nationale du sport. Et grâce à ça, du coup, on peut se permettre de faire ce qu'on peut pour proposer ce type de webinaire, ainsi que des podcasts. Donc, à la suite de ce webinaire, vous pourrez aussi avoir plus de détails grâce aux podcasts qu'on mettra en place sur ce même sujet et qui vont vraiment plus dans le détail dans la présentation de nos partenaires et des projets. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation, on va dire, générale. Là, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de se rendre compte de comment les road trips peuvent être intéressants à intégrer autant pour les acteurs du socio-sport, mais aussi éventuellement dans le cadre de projets tels que des séminaires ou ce genre de choses, comment ça peut être autant une expérience pour révéler ses compétences, mais aussi vivre une aventure humaine. Avant d'aller plus dans le détail, ce que je peux vous proposer, c'est déjà de faire un petit tour de table des intervenants qui se présentent brièvement, et après, du coup, on commencera sur les premières questions, et on commencera du coup avec l'intervention de l'INSEE, notamment sur Mobilia Foundation. Et juste avant, je ferai quand même des petites règles, notamment. On éteint bien son micro, normalement tout le monde a son micro d'éteint. À savoir aussi que la réunion sera enregistrée, le webinaire sera enregistré dans le but d'avoir, pareil, on va dire un souvenir de cette rencontre. Et puis aussi pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, du coup, de pouvoir suivre ce webinaire par la suite. On a 1 heure, donc ça va être très court et en même temps très intense. Donc voilà, on va essayer de tenir ce timing-là. Pour la petite présentation générale. L'INSEE, si tu veux bien commencer par te présenter. Et du coup, après, on laissera la parole à Arthur ainsi que Kevin. Voilà, merci à vous. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Larbi. Du coup, je me suis permise de faire la présentation de début en expliquant l'initiative du webinaire. Et du coup, là, j'allais laisser la parole pour faire le tour de table. Et du coup, Larbi, je te laisserai te présenter juste après. Voilà. Je te laisse continuer. Je m'étais trompé de lien. Toutes mes excuses à tout le monde. Continue, Justine. Aucun problème. Je commence du coup. J'ai l'ordre de tâche de commencer. Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer par vous dire que je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui pour mettre en lumière Mobilia Foundation.
Donc moi, je m'appelle Lindsay Ave. Je suis chargée de communication pour Mobivia Foundation. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et donc, au quotidien, je m'occupe de la communication interne et externe de Mobivia Foundation. J'ai aussi un petit volet gestion de projets événementiels et gestion de projets tout court, puisque j'accompagne en fait les associations dans la réalisation de leur dossier de candidature pour qu'ils puissent passer devant notre conseil d'administration. Voilà. Merci. Donc moi je m'appelle Arthur Vézilier et donc je suis salarié au Bus à Biclou. Donc c'est un atelier d'aide à la réparation de vélos qui est situé à Roubaix. Voilà, donc je suis coordinateur, mécanicien et pédagogue au Bus à Biclou. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler longuement en détail, d'expliquer ce qu'on propose. Mais voilà, ça fait 5 ans que je travaille au Bus à Biclou et maintenant de nombreuses années que je gravite dans l'écosystème de l'aide à la réparation de vélos, on va dire. Et du coup, moi, c'est Kevin Mousni. Je suis coach d'insertion par le sport à Parcours 59. Et je suis en charge de la mobilité au sein de Parcours. Donc, tout ce qui est autour du vélo, de la réparation, de l'organisation des road trips et tout ce qui se passe autour de la mobilité en France et en Europe aussi. Merci à vous de cette présentation. L'extraterrestre, c'est un nouveau. Larvi, du coup, si tu veux bien te présenter et en même temps faire une petite présentation de Parcours 59 en même temps, si tu veux bien. Et puis on pourra enchaîner directement sur l'intervention de Lindsay et les questions, si tu veux bien. Voilà, je me présente, je suis le président de Parcours 59, mais je vais tout de même laisser la primeur de présenter Parcours 59 à Julien Dubois qui est avec nous, qui est le directeur de l'association et qui pourra présenter l'association dans ses grandes lignes. Je te renvoie la balle. C'est gentil. Surtout que j'avais dit que je voulais juste être participant du webinaire comme tous les autres. Non, très rapidement, donc Parcours 59 est une association sur Roubaix avec deux principales activités, la pratique sportive des disciplines urbaines qui sont le parcours, le chestag et le freerun, et aussi une partie insertion, inclusion et mobilité qui est donc gérée par un autre Kevin, et donc Kevin Mousni qui est là-bas. Se fera plaisir de dire toute la partie mobilité faite par Parcours 59. Voilà, je le fais très rapide parce qu'on a très peu de temps et qu'on est très limité dans notre timing. Super. Donc du coup, on attaque sur les interventions. Je propose que on puisse avoir la présentation de l'INSEE et de Movivia Foundation. Foundation. Désolé pour mon anglais approximatif. Qu'est-ce que Mobivia Foundation? J'arrive. Je suis en train de faire le pas. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran, mais on ne voit pas quand vous faites. On ne voit pas le. Non. Le PowerPoint. Voilà, ouais. Et là? Non plus. Non plus. Ok, j'ai fait un mauvais partage, excusez-moi. C'est bon pour là? Très bien. Parfait. Alors, je vais juste enlever mon micro parce que sinon, ça va faire des interférences. Ouais, c'est normal. Larbi, je te laisse commencer du coup. Très bien. Je voulais juste déjà rappeler que ce webinaire se fait dans le cadre
d'un soutien de l'Agence nationale du sport, mais également du soutien de tous nos partenaires. Je remercie, j'ai vu qu'il y avait la ville de Roubaix qui était présent également. Je remercie la ville de Roubaix et bien évidemment, dans le cadre des road trips qu'on fait à vélo, la Fondation Movia qui a bien voulu participer avec nous à ce temps. Je remercie également les intervenants. Merci à l'INSEE pour Movia, à Arthur et son équipe pour Boussabiclou, mais également aux interventions de Kevin Mousni pour l'association Parcours 59 et pour le témoignage d'Amelia et d'Alexis. C'est en fait, c'est un super projet. Le road trip à vélo a beaucoup. C'est quelque chose qui peut être mis en place par n'importe quelle structure, n'importe quel club qui souhaite se lancer dans des actions socio-sportives, mais pas que les clubs. C'est aussi des structures qui veulent utiliser le sport autrement pour développer des actions à destination de publics qui ont besoin de développer certaines compétences, mais aussi sur l'insertion par le sport. Et c'est pourquoi on va proposer des tables rondes de 10 à 15 minutes pour échanger sur ces sujets. Et on commence tout de suite avec la Fondation Movia pour nous en parler. Et que je ne sais pas si, vu que je suis arrivé un petit peu en retard, est-ce qu'il y a une présentation qui a été faite? On peut tout de suite passer peut-être à la Fondation. Hein. Parfait, ça me va. Parfait. Lindsay, je te laisse peut-être parler nous présenter cette belle fondation. Super. Alors du coup, Mobivia Foundation, c'est quoi? Mobivia Foundation, c'est le fonds de dotation du groupe Mobivia. Pour la petite histoire, on ne s'est pas toujours appelé Mobivia Foundation, puisqu'avant, on était la Fondation Noroto. Donc, vous avez peut-être entendu davantage parler de la Fondation Noroto. En fait, la Fondation Noroto, elle a existé pendant 18 ans et on faisait beaucoup de projets avec eux, avec Noroto. Sauf qu'en 18 ans, le groupe Mobivia, il a évolué et entre-temps, beaucoup de marques ont rejoint le groupe. Des marques que vous connaissez peut-être, comme Midas, Carter Cash, Auto 5 en Belgique, ATU en Allemagne. Donc voilà, le groupe a bien grandi. Et nous, en tant que fondation, on a eu envie, tout comme le groupe, d'évoluer et surtout de pouvoir collaborer avec tous les collaborateurs de toutes les marques du groupe. Et c'est avec cette envie de donner l'opportunité à tous les collaborateurs du groupe de s'investir dans des missions d'intérêt général que Mobivia Foundation est née en début d'année 2023. Donc voilà, on est tout récent, mais on a cette expérience passée avec la Fondation Noroto. Mobivia Foundation, elle a une mission. C'est que grâce à l'implication des collaborateurs, on soutient et on crée des projets d'intérêt général qui œuvrent pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes fragilisées. On fait ça sur 2 axes. Le premier, c'est qu'on soutient des projets qui facilitent l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et aux loisirs par le biais de la mobilité. Et on soutient également des projets qui développent les talents et les compétences dans les métiers de la mobilité. On a également des prérequis parce que vous vous doutez bien qu'on a plein de projets qui nous arrivent chez Mobivia Foundation et on voudrait tous les aider, mais malheureusement, il faut cadrer tout ça, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, on a mis en place des prérequis, c'est-à-dire qu'on ne soutient pas un projet qui ne remplit pas ces trois prérequis. Le premier, c'est le plus important, c'est l'implication d'un ou plusieurs collaborateurs. En fait, on a constaté que de plus en plus de collaborateurs étaient en recherche de sens dans leur travail. Parce que, oui, en fait, au quotidien, en travaillant en centre, en réparant la voiture d'un client, le collaborateur, il permet
aux clients de se rendre au travail, de conduire les enfants à l'école, de les accompagner au sport, de faire les courses, etc. Donc oui, en fait, le collaborateur en centre permet aux clients de se déplacer. Donc oui, il est utile. Mais on a vu que le collaborateur voulait s'investir davantage et c'est pour ça qu'on leur a créé, en fait, chez Mobilia Foundation, un rôle sur mesure, puisqu'on leur a créé le rôle de porteur de projet. En fait, le collaborateur porteur de projet, c'est un collaborateur interne à l'entreprise qui va accompagner l'association avant, pendant et après la réalisation du projet. Il est là avant parce qu'il aide l'association à trouver des solutions liées à sa problématique, à son projet. Il est aussi là avant pour aider l'association à remplir le dossier de candidature. Il est là pendant parce qu'il aide, il accompagne l'association à pitcher son projet face au CA. Et il est là après parce que il aide l'association dans la mise en œuvre du projet et de ses actions, c'est-à-dire qu'il accompagne l'association sur le terrain pour la mise en œuvre de son projet. On a voulu mettre une place importante aux collaborateurs parce que chez Mobilia Foundation, tout simplement, on a cette volonté-là de créer un lien durable entre les associations qu'on aide et nos marques, nos entreprises. Et puis, comment dire, on est tellement dans le partage que ça ne nous intéresse pas forcément de juste donner un soutien financier et puis après, il n'y a pas de suivi derrière. Alors, c'est OK pour les mécènes qui le font, mais chez nous, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Le deuxième prérequis, c'est le champ d'action, c'est-à-dire qu'il faut que l'association soit implantée sur l'un des territoires où nos marques sont implantées, c'est-à-dire qu'il faut près de l'association un centre Noroto, un centre Midas ou un magasin Carter Cash pour qu'il y ait justement cette cohésion d'équipe en fait qui se fait et ce lien qui se crée. Et le troisième, évidemment, c'est le respect de la mission. Mobilia Foundation, elle a soutenu jusqu'à maintenant 15 projets, dont le projet de Parcours 59. Je pense que Kevin en parlera mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a voulu aller vers ce projet. En fait, pour la petite histoire, Kevin et Camille sont venus pitcher le projet face à notre conseil d'administration. Et en fait, ils sont venus demander une aide, un soutien financier pour 1 an. Et au moment de la délibération du jury, le jury a tellement adoré le projet, les valeurs derrière et puis les bénéfices aussi pour les bénéficiaires qu'on les a fait revenir, Camille et Kevin, et on leur a dit, en fait, nous, on ne va pas vous soutenir pour 1 an. Donc là, on a vu les têtes dépitées. Je pense qu'ils ont cru que non, ils n'allaient pas être soutenus. Et au final, on leur a dit, on ne va pas vous soutenir pour 1 an. Nous, on va vous soutenir pour 3 ans. Parce qu'en fait, derrière, il y a toute cette... Je ne sais pas si les bénéficiaires se rendent compte et ce serait intéressant d'avoir leur avis, mais quand on soutient l'organisation d'un voyage, l'organisation d'un road trip, les bénéficiaires, ils vont apprendre l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe, la gestion des imprévus, le dépassement de soi, la ténacité. Et en fait, ils apprennent, sans s'en rendre compte, tout au long de ce voyage, des valeurs qui sont bénéfiques en fait pour eux, pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Et ça, nous, c'est vers des projets, c'est vers ça qu'on veut aller tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup parlé. C'était parfait. Merci. Tu sais, j'ai une question. Mais, tu y as répondu un petit peu, mais peut-être en le précisant un peu plus. Quel impact espères-tu voir sur, du moins la Fondation, qu'est-ce qu'elle espère voir sur les bénéficiaires et les territoires? Oui. Alors, nous, déjà, on veille à ce que les projets qu'on soutient soient des projets long terme. C'est-à-dire que grâce à notre soutien, qu'il soit humain et financier, on veut que l'association soit en mesure de mettre en place le projet, de le faire perdurer pour que bon nombre de bénéficiaires puissent en profiter
et que du coup, le territoire en bénéficie aussi finalement. Et l'important pour nous aussi, c'est que chaque projet soutenu permette finalement un vrai déclic pour les bénéficiaires des associations, qui puissent, grâce à ce projet, au projet, avoir toutes les clés en main pour amorcer sereinement leur insertion, qui soit sociale ou professionnelle. Donc, je dirais que c'est ça qu'on a envie de voir chez les bénéficiaires, en fait, un déclic, et puis se dire que c'est possible, quoi. Par exemple, pour le projet, pour le projet de Parcours 59, nous, ce qu'on aimerait voir des bénéficiaires, ce qu'on aimerait entendre, c'est se dire, en fait, moi, avant, je ne me pensais pas capable de faire autant de kilomètres. Mais en fait, si j'étais capable de rejoindre la France et l'Allemagne en road trip sympa avec les copains, et maintenant, je peux aller beaucoup plus loin qu'en bas de chez moi pour trouver un travail. Et puis, je vais prendre le métro et je vais prendre le vélo et je vais aller beaucoup plus loin, voir ce qui s'y passe. Et finalement, c'est ça, permettre un vrai déclic. Une forme d'émancipation, ou plutôt de casser un petit peu les barrières qu'on peut se mettre dans la tête et qui nous permettent pas d'avancer, et justement de se dire que c'est possible, tout est possible à partir du moment où on est prêt à mettre à se donner les moyens pour. C'est très clair. Quel conseil tu donnerais aux associations qui souhaitent mobiliser une fondation comme la tienne? Ouais. Alors, quel conseil? Ça, c'est un peu, comment dire, un peu compliqué parce qu'en fait, chaque mécène fonctionne différemment. Je pense que c'est important de dire que on fonctionne tous différemment. Mais chez Mobivia Foundation, je pense que globalement, pour moi, le meilleur conseil, je pense que globalement, il faut se renseigner un maximum sur le mécène que l'association souhaite solliciter pour essayer de choper les bonnes informations et pouvoir adapter son discours. Finalement, moi, j'aime bien expliquer ça comme c'est un peu la même chose que quand on fait une candidature, tu sais, un entretien pour un job. Tu vois, Clairement. C'est ça, on va préparer on va essayer d'aller voir les valeurs de l'entreprise, on va essayer de choper les infos, tout ça. Ici, en fait, c'est la même chose. Faut se renseigner sur la mission, les objectifs du mécène, ses critères d'éligibilité, adapter au mieux son premier contact, tu vois. Parce que j'ai encore eu un entretien la semaine dernière avec une association, rien de plus plaisant qu'une association qui nous dit ah, mais oui, j'ai vu sur votre site internet vos projets, tout ça, tu vois. Et donc, je me dis, punaise, génial, l'association, elle a envie d'être soutenue, mais en plus, elle a été voir ce qu'on a fait avant, tu vois. Il y a vraiment un vrai travail de fond, en fait. Et puis aussi, très important, je pense, la transparence. La transparence entre, tu vois, l'association qui vient nous voir, pourquoi tu viens nous voir, voilà, que les objectifs soient bien définis, un projet bien ficelé et voilà quoi. Et authentique. Exactement. L'authenticité, c'est essentiel dans une relation de confiance, du partage. C'est ce qui humanise en fait. Tu vois, c'est ce qui humanise tout ce concept, tout ce projet. Tout. La relation. Exactement. Je trouve que la parallèle avec le CV et le fait d'aller à un entretien, mais c'est une super image pour les clubs, les dirigeants de clubs qui souhaitent approcher un mécène. C'est vraiment de partir du principe que c'est une candidature et qu'il faut connaître le lieu d'atterrissage, j'ai envie de dire, pour maximiser les chances que le partenariat se fasse. Un grand merci, Lindsay. Je vais passer à l'intervention d'Arthur pour le Bissabiclou. Arthur, est-ce que tu peux nous présenter le Bissabiclou? Très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Très bien. Donc, le Bissabiclou, donc c'est un atelier. Donc, on est
une association, un atelier d'aide à la réparation et de l'entretien de son vélo. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on existe maintenant sur le territoire, sur la ville de Roubaix. Je reviendrai après dessus, mais c'est un modèle qui existe dans de nombreuses villes et même en territoire rural en France. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est des ateliers vraiment avec une visée pédagogique. C'est des ateliers participatifs et solidaires. Donc ça ne s'inscrit pas dans une démarche individuelle, mais quand on se met sur une place publique pour proposer un atelier ou lorsqu'on vient avec un partenaire, comme c'est le cas avec Parcours 59, bien sûr, il y a les personnes de l'équipe du bus à Biclou, dont je fais partie, qui vont accompagner, guider pas à pas dans les réparations, connaître son vélo, sur comment savoir retirer une roue arrière sans casser le dérailleur et puis pouvoir réparer une crevaison de A à Z, mais en découpant vraiment quel outil on va utiliser, quelle méthode, quelle procédure. Mais voilà, tous les participants et les participantes de l'atelier, en fait, vont s'entraider ou un peu se casser la tête ensemble, puisque c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en pratiquant et des fois en galérant un peu qu'on se perfectionne. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, oui, voilà, comme je disais, ça s'inscrit, on est vraiment dans une philosophie de transmission de compétences, voilà, on ne vient pas réparer les vélos, par exemple, là, des jeunes qui préparent un voyage, un road trip, mais on va vraiment proposer des séances type pour connaître, savoir nommer en fait les différentes pièces de son vélo, les différents composants, savoir nommer les outils et savoir quel outil utiliser pour quel type de réparation. Comment se déroule un atelier de réparation chez toi? Bon, alors, comment se déroule un atelier de réparation? Donc, en fait, il y a le matériel. Donc, par exemple, nous, la plupart des ateliers qu'on propose, c'est des ateliers mobiles, même si on a aussi un local, un atelier qui est fixe à Roubaix. Mais donc, on dispose de tous les outils, le matériel, les pièces de rechange, des pieds pour pouvoir suspendre son vélo et puis travailler confortablement et puis voilà, pendant un temps prolongé. Et ce qu'on propose, c'est qu'on va tout de suite partir dans le concret et à partir d'un vélo. Donc, en fonction du nombre de participants et participantes, soit on va constituer des petits îlots, par exemple de 2, 3 jeunes, et qui vont travailler ensemble sur un vélo. Et puis, on va changer de vélo au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, selon le temps qu'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un jeune ou une jeune derrière son vélo, on fait une petite équipe et puis en fait on va réfléchir ensemble, on va se passer les outils et c'est aussi apprendre à coopérer en fait, et à voir que chacun a son rythme, sa façon de faire. Il y a des personnes qui ont peut-être plus d'appétence, ont déjà essayé de faire ce type de réparation et des personnes qui n'ont jamais fait, mais c'est intéressant de voir l'évolution de séance en séance. Donc nous, idéalement, ce qu'on propose, c'est de faire une évolution. Par exemple, si on propose 4 séances en amont d'un road trip, et bien, c'est de commencer, c'est d'y aller crescendo, de commencer par des réparations simples et plutôt valorisantes pour aller vers du plus complexe. Voilà. Et sinon, les projets que tu as réalisés avec Parcours 59? Avec Parcours 59, on a accompagné. Il y a 2 choses. Il y a vraiment sur l'accompagnement en amont des voyages à vélo et des road trips. Donc là, on a proposé des ateliers pour remettre en état des vélos qui n'étaient pas en état pour partir sur des centaines de kilomètres en voyage. Donc, il y a eu plusieurs séances en amont. Et puis, ce qu'on fait plus au quotidien, c'est des ateliers. Ici, sur Roubaix, plus particulièrement
dans le quartier du Pile, où est implanté Parcours 59. Et voilà, nous, notre atelier n'est pas très loin, on est quasiment voisins. Donc, c'est des temps forts, lors d'une rue aux enfants, lors de séances, lors d'événements, d'animations sur des places publiques, des fêtes de la mobilité, fêtes du vélo, voilà, autour du sociosport. Également, ça, c'est ce qu'on fait avec Parcours 59 et puis ce qu'on va du coup continuer à faire cette année pour préparer les prochains voyages. Super. Voilà. Et pour amener le coup, cet atelier, en fait, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle le Recyclage. Donc, vous voyez le petit logo en bas de l'affiche, mais il y a plus de 400 ateliers en France. Donc, il y en a certains qui vont être des ateliers à plus petite échelle et 100% bénévoles, mais il y a quand même beaucoup d'ateliers qui sont assez structurés, qui ont des salariés, comme le Bus à Biclou, et qui s'inscrivent dans la même démarche et qui peuvent accompagner votre structure sur un projet de préparation de voyage, en tout cas sur l'aspect apprendre à réparer son vélo, sur l'aspect mécanique, des conseils sur l'outillage à avoir. Voilà, puisqu'on conseille aussi Parcours 59, on les accompagne, mais on les conseille sur quel type d'outils emmener, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la caisse à outils. Justement, quels sont les aspects logistiques essentiels pour qu'une nationale puisse se lancer dans un trip vélo? Comment bien se préparer? Quelles seraient tes recommandations? D'accord. Une chose importante, c'est, ça paraît évident, mais des vélos en état de fonctionnement. Et des vélos et du matériel de petite réparation, c'est-à-dire de pouvoir réparer une crevaison, changer un pneu, changer une chaîne, faire un petit dévoilage de roue. Et ce qui peut arriver souvent dans les structures, c'est que soit les vélos... il y a deux choses, soit les vélos appartiennent aux jeunes qui vont participer au voyage, soit appartiennent à la structure, mais il est quand même assez rare que ça soit 20 fois le même vélo. Donc, il n'y a pas d'uniformité, ça va être des vélos différents qui vont chacun avoir leur spécificité. Et c'est pour ça qu'avoir un peu l'accompagnement, l'expertise d'associations comme la nôtre, ça permet d'anticiper et de prévoir en fait le matériel qui permettra de pallier un peu à chaque panne. Donc, c'est aussi une sur-mesure, mais il y a quand même un b.a.-ba qui est du matériel de réparation de crevaison, des pneus, des chambres à air dans différentes tailles, des chaînes, voilà, des choses comme ça. Et après, voilà, sur l'aspect logistique, il n'y a pas de secret, c'est pratiquer. Effectivement, s'il y a 5 séances de préparation, de connaissance de son vélo, de réparation en amont, c'est beaucoup mieux que s'il y en a une seule. Donc ça, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est la pratique qui fait qu'on va être plus à l'aise et plus à même de pouvoir affronter des imprévus mécaniques. Voilà. Mais une question, comment peut faire une association qui, sur son territoire, n'a pas d'association comme la vôtre ou que le Bus à Biclou n'est pas présent? Comment elle peut se former à cela, justement? Je pense que déjà, il y a quand même un maillage important d'ateliers participatifs en France. Il y a aussi, on peut aussi se tourner. En fait, un des gros problèmes, c'est quand même la question aussi de l'équipement en vélo. Donc, se tourner, soit effectivement, on obtient, soit vous obtenez des fonds pour pouvoir acheter une flotte de vélos, soit vous pouvez vous mettre en relation avec des collectivités locales, territoriales, une communauté de communes qui disposent de flottes de vélos en prêt ou ça existe souvent, soit il est possible de se tourner vers des recycleries qui remettent en état des vélos, que ce soit des associations comme la nôtre, puisqu'on remet en état et on revend des flottes de vélos d'occasion, mais il y a aussi
aussi des ressourceries, des recycleries qui ne sont pas spécialisées vélo, auprès desquelles on peut se fournir, on peut s'équiper d'une flotte de vélos. Très bien. Tu as répondu en partie, mais peut-être que tu peux rentrer un peu plus dans la précision sur comment assurer la maintenance et la sécurité des vélos, quel matériel il faut prendre avec soi lors d'un road trip. Et d'ailleurs, t'as évoqué les réseaux de réparateurs. Est-ce que tu as des noms à nous donner en France? Est-ce que même à l'échelle européenne, est-ce que tu as écho de, de- d'un réseau comme le tien en dehors de nos frontières? D'accord. Alors, il existe. Alors, pour commencer, tout de suite, pour répondre là sur le réseau, donc il y a le réseau Le Recyclage, c'est vrai que c'est le réseau francophone, donc il n'y a pas que les ateliers français, mais on trouve pas mal d'ateliers en Belgique. En Belgique francophone, en Suisse, mais voilà, ça va être principalement sur le territoire français. Il y a aussi, après, au niveau plus international, et je pense qu'on peut prendre contact et se renseigner sur une plateforme qui s'appelle Warm Shower, donc qui est plus à destination des particuliers, mais en fait en naviguant sur la carte, donc c'est Warm Shower, c'est un peu l'équivalent de Couchsurfing, mais pour le réseau des cyclistes et des voyageuses à vélo. Et je pense qu'en regardant sur la carte de l'itinéraire, on peut tomber sur des personnes, peut-être des fois des particuliers, mais qui s'inscrivent dans des démarches collectives, comme moi, par exemple, je suis inscrit sur Warm Shower, et ben on peut voir que on peut prendre connaissance avec le bus à Biclou ou avec Parcours 59 en rencontrant des gens sur cette plateforme, en préparant le voyage en amont. Génial, tu pourras nous mettre dans les commentaires, sur le fil de discussion, le lien vers cette plateforme. Je mettrai voilà, je ne sais pas si on a encore du temps sur le bus à Biclou ou s'il faut passer. Je vais enchaîner du coup pour travailler souvent avec bus à Biclou. C'est l'étape numéro 1 en fait en amont du road trip. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, les vélos qui sont réparés avec bus à Biclou, pour les jeunes déjà, ça devient leur vélo. Donc ça c'est hyper intéressant et on a cette fâcheuse tendance de tout le temps acheter du matériel neuf et de jamais réussir à le monter, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler en amont avec bus à Biclou, parce que une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, qu'on connaît son vélo, et ben on peut le refaire dans un peu toutes les situations. Donc là, c'est un vrai intérêt, et c'est concret au niveau de la mécanique, et du coup, les jeunes peuvent utiliser leur vélo qui souvent, leurs vélos sont inutilisés depuis des années parce qu'il y a juste une roue qui est dégonflée ou un pneu crevé. Et voilà, donc avec bus à Biclou, ça nous permet aussi de bien démarrer pour les road trips. Pour les road trips. C'est super. Merci beaucoup, Arthur. Et merci au bus à Biclou. D'ailleurs, si on peut mettre le lien vers votre site ou votre réseau social, je pense que ça peut être précieux pour tout le monde. Après, on va passer justement à l'intervention de Kevin. Kevin, on va te laisser te présenter et ensuite on va te poser une série de questions sur comment on met en place un road trip. Mais déjà, je te laisse la primeur de te présenter. Alors, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis originaire de banlieue parisienne et j'ai commencé mon premier road trip en Irlande, la terre promise évidemment, il y a une dizaine d'années. Et en fait, au sortir de ces road trips que je faisais perso, j'ai toujours travaillé avec les jeunes, et je me suis dit que
on a trouvé qu'il y avait un intérêt pour les jeunes, et du coup, on a commencé il y a 5 ans avec un premier road trip. Je crois que c'était entre Paris et Marseille, qu'on a fait il y a 5 ans. Et puis, on a vu un intérêt. On a pu constater qu'on avait amélioré chez les jeunes pas mal de choses, pas mal de compétences qui étaient sorties, des choses dont ils n'avaient pas l'habitude, esprit d'équipe. Parce que le vélo, savoir que c'est un sport individuel qui se fait en équipe, et ça, c'est pas habituel. C'est pas habituel pour les jeunes. C'est un effort long. Ça dure entre 8 heures, entre 6 et 8 heures sur le vélo par jour. Donc, c'est des choses qui sont rarement faites. Et définir des objectifs, tenir une cadence, parce que si on ne tient pas ces 15 km/h, du coup, on arrive à l'hébergement trop tard. Donc, on développe plein de choses. Et la première fois, sur ce Paris-Marseille, on s'est dit que c'était un coup de chance que les jeunes aient eu autant que ça se soit autant bien passé pour eux. Et puis, on a décidé de refaire un road trip. Donc là, c'était entre Roubaix et le Luxembourg avec Parcours, donc avec l'autre Kevin. Et on a continué à voir que ça avait changé. Il y avait eu des déclics chez les jeunes. Et on en a fait de plus en plus. Et force est de constater que ça fonctionne. Génial. Et comment se déroule la préparation avec les jeunes d'un road trip? Alors, la préparation, déjà, ça dépend un peu de leur mentalité. Où est-ce qu'ils en sont, eux? Je sais qu'il y en a pour qui il faut passer du temps à les rassurer parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, ils vont inventer les excuses du vélo. Oui, mais mon vélo, il est cassé. Après, il y a l'excuse physique. Ouais, mais je ne vais jamais tenir la distance. Et il y a plein d'excuses comme ça. Donc, pour certains jeunes, c'est vraiment discuter et en amont faire des tours de vélo. Hein. C'est ce qu'il y a aussi de plus simple que voir que tu as réussi à faire 20 km en 2 heures. Pour faire 60 ou 80 km, ça mettra juste plus de temps, mais physiquement, c'est pas infaisable. Donc, en amont déjà des road trips, on bosse autant sur la partie mentale que sur la partie physique. Quand je dis partie mentale, c'est vraiment essentiellement la confiance en soi. Et comment tu définis l'itinéraire avec les jeunes? Vous définissez bien l'itinéraire, j'imagine. Vous ne donnez pas juste l'objectif final. L'itinéraire, nous on a souvent... Ouais, dans les étapes, ça c'est plutôt nous qui le faisons parce que nous on sait que les jeunes peuvent tenir entre 60 et 80 km par jour. Eux, ils ne l'ont jamais fait, donc d'instinct, ils vont dire on fait 30 km et ça ira bien. Mais en fait, on les pousse, on les force un peu plus à ce qu'ils aillent vraiment à leur limite. Et 60-80 km, quand on a entre 16 et 25 ans, c'est largement jouable. Donc voilà, nous, on prévoit les étapes comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à Roubaix, on est vite, très très vite aux portes de l'Europe. On peut atteindre en 3 jours la Belgique, c'est en 10 minutes. Les Pays-Bas, c'est en 2 jours. L'Allemagne, c'est en 4 jours. Donc, on peut faire comme ça des tours d'Europe assez rapidement et assez simplement. En fait. Donc, ça régit un peu aussi nos étapes. Comment est-ce qu'on organise les étapes? Il y a une préparation administrative? Pour l'administratif, alors, c'est le moment où j'organise des séjours depuis une vingtaine d'années maintenant, donc je commence à être un peu rodé. Je dirais que ce n'est pas plus compliqué, pas plus lourd que d'habitude, qu'un séjour classique.
Il y a quelques obligations à remplir, mais rien de rédhibitoire, je dirais. Même pour faire des séjours en Europe, il n'y a rien de très compliqué. D'accord, très bien. On pourra toujours te contacter s'il y a besoin de conseils sur le sujet. Globalement, quels sont les bénéfices des jeunes et l'impact que ça a dans leur parcours d'accompagnement? Nous, on utilise ce temps. Ce qui est important, c'est que déjà, il y a la partie voyage. Déjà, on sort de chez soi, on sort de sa zone de confort. On arrive dans d'autres endroits. Du coup, ce que je disais, c'est qu'en partant de Roubaix, on est très vite en Flandre. Et d'un coup, les panneaux, on ne comprend plus ce qui se passe. Il faut parler une autre langue. On est dépaysé. Ouais. Il faut s'organiser. Ça ne mange pas à la même heure. Voilà, quand tu arrives à 20h au fin fond de la Flandre, c'est raté, hein, c'est passé. Donc il faut prévoir tout ça, il faut s'organiser, il faut respecter les objectifs. Les objectifs, c'est quand on arrive aux Pays-Bas et que on mange à 19h, il faut partir à 7h du matin parce qu'on a une grosse étape. Et il faut s'organiser en amont, il faut respecter les kilomètres/heure. Il va pleuvoir, donc il faut avoir prévu, des affaires en fonction. Il faut bien manger parce que si tu n'as pas mangé, au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie. Donc c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, ça développe des compétences et on fait ça sur 4-5 jours. Et là, on constate vraiment des choses, des potentiels qui se développent. Juste faire un parallèle avec j'ai été à Malmö en Suède en vélo. Les 2 premiers jours, en fait, j'ai regardé la carte, j'ai vu le parcours que j'avais effectué et ce qu'il y a à faire. J'étais complètement dépité. Je me suis dit, autant rentrer. Mais ensuite, c'est en fractionnant en fait ce grand objectif qui était d'aller à Malmö en petites sections et donc à se donner des objectifs plutôt à se dire pour demain il faut que j'arrive pour ce soir il faut que j'arrive là-bas et ainsi de suite, que c'était plus digeste. Et en fait on réussit. Moi personnellement ça m'avait appris une chose, c'est que en fractionnant en fait un grand objectif, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre. Sinon, le coût, d'un point de vue logistique, le coût, le temps, le nombre de participants, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Nous, on aime le nombre de participants, on aime bien les petits effectifs, une dizaine, quinzaine de personnes max. Après, ça devient des groupes très très important et une grosse tension un peu sur la route pour gérer tout les groupes. Un encadrement plus conséquent, j'imagine. C'est ça. Et des coûts du coup aussi plus conséquents. Pour les hébergements, moi j'avais commencé par l'hôtel et on est revenu sur des choses plus simples. Camping, tente, ça participe aussi au dépaysement. Et pour les coûts, on essaie de les minimiser au maximum, mais c'est pas plus cher qu'un séjour classique, je dirais. C'est bien. On a 2 jeunes avec nous. Tu pourrais peut-être contextualiser les 2 projets parce que Amelia et Alexis ont chacun participé à un road trip différent. C'était dans quel contexte? Et ensuite, on leur posera quelques questions. Et merci à eux d'être présents. Pour Amelia, donc elle, c'était sur le Roubaix-Luxembourg, qui était au mois d'octobre. Il faisait extrêmement froid. Et c'était un des plus longs qu'on ait fait. Et c'était la seule fille, pour le coup. Et pour Alexis, c'était Roubaix-Mönchengladbach. Et Alexis, je ne le connaissais pas beaucoup avant le road trip. Il était assez timide.
Et puis après, il s'est révélé à partir de ce moment. Je vais les laisser. C'était une ville jumelée, hein, si je ne me trompe pas. Mönchengladbach, c'est la ville jumelée à Roubaix en Allemagne. Super. On va peut-être vous laisser tout de même, Amélia, Alexis, à vous de voir qui répond. Vous pouvez répondre tous les deux. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce road trip? Je sais pas si Alexis veut peut-être commencer. Tu Peu importe. as commencé, tu peux, et ensuite Alexis pourra ok. compléter, et ce sera la prochaine question, où est-ce que Alexis commencera? Qu'est-ce qui m'a motivée? C'était un peu compliqué au début. Je me suis demandé un peu pourquoi m'avoir proposé. Et puis, et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours intéressant en fait de pouvoir se dépasser. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Surtout des road trips à vélo. Moi, ça faisait peut-être 3-4 ans que j'avais pas fait de vélo. Parce que la dernière fois, je crois que j'avais fait du vélo, c'était pendant le raid du côté de Ronc. Et voilà. Merci, Olivia. Alexis, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, c'est juste Kevin qui m'a envoyé un message, qui m'avait demandé si j'étais chaud. Et du coup, juste comme ça, j'ai dit oui, j'étais dispo. Du coup, ce qui m'a motivé, en gros, c'est plus le défi, on va dire. Ouais, l'aventure, se dire, je vais Ouais. faire En quelque fait, chose d'assez compliqué, d'assez difficile ou auquel on peut être fier, c'est ça? c'est ça. C'est une autre aventure, quoi. On a l'habitude de voyager plutôt en avion En ou voiture? en train, on va dire. Ouais, voiture. Là, on voyage en vélo. On a traversé la Belgique jusqu'à l'Allemagne. Donc, même en voiture, je sais pas si je l'aurais fait. Enfin, avant, du coup. Et, Et là, et, on l'a fait en vélo. et quelles Ouais. sont les difficultés les victoires que vous avez rencontrées? Oula. Euh, les difficultés. Moi, je Qu'est-ce qui pense t'a que paru le plus difficile? Le plus moi, difficile. je pense que c'était mentalement le premier jour. Je me suis dit, on venait seulement de passer la frontière belge. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Genre, pourtant, c'était pas quand même. Le trajet, il n'était pas si grand que ça, parce qu'on a mis 4-5 jours. Mais ouais, je connaissais pas grand monde. J'étais un peu timide, on va dire. Et du coup, ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Après, niveau physique, ça allait. Amelia, peut-être que tu peux nous, que tu peux continuer en attendant qu'Alexis arrive. Et toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés, c'est que quand on a fait le road trip, j'étais un petit peu mal en point, physiquement et mentalement. Donc en vrai, c'était assez compliqué parce que de se dire, on doit faire une journée complète, rouler toute la journée avec des montées et tout. Enfin, moi, mentalement, j'étais assez épuisée, physiquement aussi, donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir se dire, il reste ça à faire, il reste encore ça à faire. Donc voilà, après, la victoire, c'est j'ai fini. J'ai réussi à le finir. Déjà, ça, c'est une victoire. Et puis après, je sais que derrière, les gars avec qui j'étais, ils étaient assez protecteurs et ils m'ont toujours poussé vers le haut, toujours à dire vas-y, continue, continue et tout. J'en ai bavé, j'ai pleuré, etc. pendant le road trip, c'était assez compliqué. Un petit peu beaucoup. Je suis même tombée à un moment donné, je pensais vraiment que j'allais pas le finir. Et puis finalement, heureusement qu'il y avait les gars qui m'ont poussé. C'était un petit peu comme des grands frères à ce moment-là. Parce que j'avais pas encore cette maturité j'avais 17 ans. Donc c'était un petit peu compliqué.
Et quelles sont les victoires que tu as rencontrées? Bah, les victoires, du coup, c'est, comme j'ai dit, c'est d'avoir fini un petit peu tout ça. Et T'étais fier? ouais, honnêtement, et je suis fière encore aujourd'hui, pas au passé, mais aussi au présent, en fait, de dire que je suis fière d'avoir fait ça. Même encore aujourd'hui, j'en parle autour de moi. Parce que moi, je me serais jamais vue faire ça, en fait. Donc, c'est bien de l'avoir fait. Mais du coup, ouais, je suis encore fière même aujourd'hui d'avoir fait ça. Bah, tu peux l'être. Tu peux l'être. Parce que c'est une sacrée distance. Et déjà en voiture, c'est long. Alors, en vélo, bravo. Un Bah, grand de toute façon, bravo. pour ceux qui m'ont connue à cette époque-là, j'étais vraiment, j'étais à 42 kilos. C'était assez compliqué. Mais c'est fait. Et aujourd'hui, tu te sens mieux? Ouais, aujourd'hui, j'en fais 60. Et ça va mieux, ouais. Ça va mieux. Ça Génial. m'a aidé. Honnêtement, ça m'a aidé. Tu le recommanderais à d'autres jeunes? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, en fait, ça change. On pense différemment, on, on réfléchit autrement aussi après ça, en fait, parce qu'on se dit, on est, euh, on est en équipe, on n'est pas tout seul, donc en fait, mentalement aussi, ça change la façon de penser. Donc forcément, je le recommande à tout le monde. Et peut-être aussi prendre d'autres filles et pas que des garçons, quoi. Même si Tu serais prête à retenter l'aventure? Tu peux réfléchir, Amelia. Prends ton temps, prends ton temps. C'est la question piège. Non, non, non. Bah, du coup, je vais poser je vais poser les mêmes questions à Alexis. Euh, euh, Quelles sont les victoires que tu as rencontrées? Ouais, désolé, ça m'a coupé. Du Il n'y a pas de coup, problème, ça a moi, les coupé à tout le victoires, monde. ok. Moi, je dirais que c'est du coup d'avoir réussi à aller jusqu'à Mönchengladbach. Où, bah, du coup, comme j'avais dit au début, le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? On est fou. Et au final, en fait, on a réussi. Au final, bah ouais, en plus de ça, c'était pas si compliqué. Il y avait, en fait, ce qui nous a rendu la tâche facile, c'est qu'il y avait une bonne équipe. Genre, l'ambiance, tout ça, ça aide aussi, je pense, moralement, mentalement. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais reposer cette même question à Emilia. C'est en termes est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé des compétences? Euh, est-ce que, est-ce que aujourd'hui ça vous est utile encore en fait? Qu'est-ce que bah, ça vous a apporté? Ah, pardon. Vas-y, Amélia. aujourd'hui, ouais, ça m'est encore utile parce que, comme j'ai dit, ça a changé en fait ma façon de penser euh, dans le positif, dans le positif. Et aujourd'hui, moi, j'ai repris mes études. Je suis en fin d'études de photo. J'ai mon entreprise. Ça, je pense que avant, je pense que je l'aurais jamais fait non plus. Donc forcément, ça aide. Ça m'a poussée L'es- à justement faire des choses que j'aurais pas faites. L'esprit d'entreprendre. C'est ça. Bravo. Et même Alexis, les, excuse-moi, vas-y, continue, Amélie. j'allais dire même les gars avec qui j'étais, honnêtement, j'en serais reconnaissante pendant longtemps. Hazard, Sabri, etc. Et ils le savent. Super. Alexis, qu'est-ce que ça t'a apporté ce road trip? Euh, je- En vrai, ça m'a apporté un peu bah, de tout, de beaucoup de positifs. J'ai pris un peu de confiance en moi. J'avais plein de projets en tête, on va dire, qui, que je faisais pas forcément. Là, Kevin, il va m'accompagner du coup sur un projet que j'avais pas en tête avant, mais du coup, grâce au road trip,
j'ai donné l'idée et voilà. Bah, c'est... Et j'ai posé Il va cette question tout à t'accompagner l'heure. jusqu'à où, Kevin? J'ai posé tout à l'heure cette question à Amelia, mais est-ce que vous recommanderiez cette expérience, est-ce que tu la recommanderais à d'autres jeunes? Et qu'est-ce que tu Ouais, pourrais leur dire s'ils t'entendent? ouais. En gros, je la recommanderais parce que bah, en fait, ça dépend de l'équipe aussi, je pense. Mais généralement, ça se passe toujours bien. Et s'ils m'entendent, je sais pas, juste, pardon, juste bah, foncer. Et quel est ton projet aujourd'hui, Alexis? Du coup, là, je vais partir au Maroc jusqu'à Tanger en vélo. Ah ouais, quand même. Comment- Et tu te fais aider un petit peu? Bah, c'est beaucoup avec Kevin où il m'aide sur tous les papiers, tout ça à faire. Parce que bah, moi, je pensais juste que c'était je prends mon vélo et j'y vais. Alors que en fait, il y a aussi un but derrière, c'est d'aider une association locale sur Tanger, du coup. Et du coup, il y a plein de papiers pour la douane, par exemple. Il y a d'autres choses pour... bah, ils m'aident aussi pour la communication, tout ça. Et même pour m'entraîner. Je vois, je vois plus avec... j'ai oublié son prénom. Mais je fais de la muscu tout le temps. Jonathan. Jonathan, ouais. Jonathan? Ben, ben, tu pars quand? C'était prévu pour septembre. Eh ben, on va essayer de te suivre au maximum dans ton aventure, Alexis. C'est gentil, merci. En tout cas, un grand merci, Amelia et Alexis. Bon courage pour vos projets. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'aide, on est avec vous. C'est de très beaux projets. L'entrepreneuriat et là, ton voyage, Alexis, euh, le parcours 59, on sera toujours à vos côtés dans vos aventures. Merci. Je ne sais pas si Merci. on a des questions des participants. Euh, Moi, il faut juste que j'y aille parce que je dois reprendre les cours. eh ben vas-y, Amelia. Vas-y. En tout cas, je remercie tout le monde. Un grand merci aux intervenants. Merci à Lindsay, à Arthur à Kevin et bien sûr à Amelia et à Alexis. Je remercie l'ANS, la ville de Roubaix et la Fondation Mobivia. Et bien évidemment, je remercie toute l'équipe de Parcours 59 qui ont permis de mettre en œuvre ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Justine, Passez une bonne journée. sur la suite avec le webinaire en vidéo sur YouTube et le podcast qui a lieu une fois par semaine, les jeudis, avec un guide synthétique des échanges qui en résultent. Hop, effectivement, je vous enverrai par la suite le PowerPoint qui a été présenté lors de ce webinaire, où il y a effectivement les contacts, vous aurez les contacts des personnes qui sont intervenues, et autant Louis Sabiclot, par contre, 59, et Media Foundation, ainsi que aussi des présentations aussi des prestations road trip qu'on a menées et qu'on va mener aussi avec Parcours 59. Et effectivement, à la suite, vous aurez le webinaire en vidéo qui sera accessible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube de Parcours 59, ainsi que des podcasts du coup, qui seront réalisés avec chaque intervenant et intervenante de ce webinaire, et aussi les bénéficiaires du coup, où ce sera vraiment beaucoup plus en détail de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc vraiment une plus-value sur ce qui s'est passé aujourd'hui et les échanges. Donc si là, je n'ai pas de questions supplémentaires qui ont été soulevées aujourd'hui lors de ce webinaire, mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas
partager directement. Même entre vous, hein, les intervenants et intervenantes, peut-être des questions à poser à chacun et à chacune, ou même aux bénéficiaires, n'hésitez pas, comme ça on pourra aussi enrichir les échanges du podcast. Voilà, dans tous les cas, je vous enverrai un mail très prochainement avec la conclusion de cette réunion aujourd'hui et tous les liens qui seront nécessaires. Merci Justine. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop.